Président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Nous poursuivons avec la déposition du témoin. Le procureur a la parole pour la suite de l'interrogatoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Soughton, avez-vous pu vous procurer des lunettes pendant la pause? Réponse, oui. J'ai des lunettes. Le procureur. Monsieur le Président, si l'on pouvait afficher la photo à l'écran et demander au témoin qu'il l'observe avec ses lunettes. Monsieur Soughton, maintenant que vous avez vos lunettes, êtes-vous en mesure d'identifier les personnes que vous voyez dans la photo? Réponse. Je reconnais 4 personnes. Très bien. Les autres, je ne sais pas qui ils sont. À gauche, on voit Pol Pot et Nguyen Chia. À droite, c'est Van Vet et Tamok derrière lui, la deuxième rangée. Les autres personnes, je ne les connais pas. Question. Je vous remercie. Lors de vos déplacements avec Nguyen Chia lorsqu'il visitait les zones rurales, vous est-il arrivé de voyager avec lui en train? Réponse. Oui, mais une seule fois, quand nous sommes allés à la province de Battambang. Question. Vous souvenez-vous de la date, plus ou moins, quand vous vous êtes rendu avec Nguyen Chia à Battambang en train? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année. C'était peut-être en 77. Question. Et qui d'autre était avec vous quand vous vous étiez rendu à Battambang par train? Une réponse. Je suis allé seul avec lui. J'assurais sa sécurité. Question. Et qu'a fait Nguyen Chia lors de ce voyage à Battambang? Réponse. Je ne sais pas. Mais il a rencontré Ta Niem et moi j'ai monté la garde à l'extérieur. Question. Vous avez dit hier que Nguyen Chia rencontrait Ta Niem dans une pagode abandonnée sur la route, au bord de la route principale. Était-ce la pagode de Wat Kandal, qui est proche de la rivière et sur la route principale près de Battambang? Est-ce la pagode en question? Réponse. Pour dire simplement, je ne me souviens pas du nom de la pagode et je n'étais pas particulièrement intéressé à m'en souvenir. Je n'ai fait que suivre les autres sur la route. Question. Je vous remercie.
Lors des déplacements, est-ce que Nuon Chea s'est rendu à Kampong Thom pour y rencontrer Kepok? Réponse. Non, je n'ai pas vu cela. Question. Avez-vous déjà vu Kepok à Phnom Penh? Réponse. Kepok venait à Phnom Penh. Question. À quelle fréquence? Réponse. Pas souvent. C'était... enfin, il venait à l'occasion. Question. Avez-vous assuré la sécurité? Avez-vous été garde du corps de Nuon Chea alors qu'il participait à des réunions du comité permanent? Réponse. J'ai monté la garde à l'extérieur des édifices. Parfois, notre groupe était affecté et d'autres fois, c'était l'autre équipe de garde qui assurait la sécurité. Question. Et où se tenaient ces réunions? Réponse. Je ne me souviens pas de l'endroit. Vous savez, c'était il y a longtemps. Thank you for your answering. Le procureur, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Avant de laisser la parole aux autres parties, j'ai une dernière chose pour laquelle j'aimerais vous laisser la possibilité d'expliquer à la Cour. Vous vous souviendrez que lorsque vous avez été entendu pour la première fois par les cours juges d'instruction le 4 décembre 2007, vous avez nié avoir été garde du corps ou messager de Nuon Chea. 2 ans plus tard, le 2 décembre 2009, le 2 septembre 2009, vous avez participé à une confrontation avec Deutsch et il vous a identifié comme messager de Nuon Chea. C'est le 3 décembre, l'interprète se reprend, décembre 2009, que vous avez donné des explications quant à votre rôle comme messager de Nuon Chea et vous avez fourni quelques explications. Je présume que la défense vous a posé des questions là-dessus. Je voulais vous donner l'occasion maintenant d'expliquer aux juges et à la Cour pourquoi, lorsque l'on vous a entendu la première fois, vous avez nié avoir été garde du corps de Nuon Chea. Pouvez-vous nous dire pourquoi? បាទពួកការនេះខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំខ្លាច Réponse. Eh bien, à l'époque, j'avais très peur. J'ai été traumatisé par le régime. Et je ne voulais pas le revivre. Et c'est pourquoi j'ai dit cela, car j'avais peur. Mais par la suite, j'étais mieux conscient que j'ai dit la vérité. Le procureur, comprenez-vous que aujourd'hui vous êtes témoin dans ce procès et que vous n'êtes accusé de rien? Réponse. Non, je ne comprends pas. Le procureur. Comprenez-vous aujourd'hui que vous êtes ici, dans cette chambre, à titre de témoin et pas comme suspect ou personne mise en examen? Comprenez-vous cela? Réponse. Oui. Je suis ici en qualité de témoin. Question. Comprenez-vous l'importance
de cette promesse de dire la vérité en réponse aux questions que vous posent les parties et les juges? Promettez-vous de dire la vérité à cette Cour en réponse à ces questions? Maître Carnavas. Monsieur le Président? Le Président. Oui, la parole est à la défense. Maître Carnavas. D'essayer, de la part du procureur, d'obtenir une promesse de la part du témoin. Le témoin a prêté serment avant d'entrer au prétoire. Je préfère toujours que les témoins prêtent serment dans le prétoire, devant les juges, pour que les témoins comprennent bien la solennité de la procédure. Cela étant, il est tout à fait inapproprié qu'une partie demande à un témoin de promettre de dire la vérité. Ils ont l'obligation de dire la vérité, de dire toute la vérité. Et s'ils ne disent pas la vérité, c'est du parjure. De donner un faux témoignage sous serment, c'est un parjure et il peut y avoir des poursuites. Cette personne a menti à quelques reprises, puis il a dit la vérité. On l'a montré, il n'y a pas besoin de demander au témoin de promettre quoi que ce soit, il est tout à fait inapproprié de procéder de cette façon. Le procureur. Ce qui est inapproprié, c'est les arguments et les accusations faites par Maître Carnavas. Je suis d'accord que j'aurais pu mieux poser ma question. La question que je demandais au témoin, c'était de dire qu'il a dit la vérité ici. Je pense qu'il s'agit d'une question appropriée et qu'il est inapproprié de la part de Maître Carnavas de se lever et d'accuser qui que ce soit d'être un menteur. Le Président. Allez-y, Maître. Maître Carnavas. Monsieur le Président, tout d'abord, cette personne a parlé au co-juge d'instruction. Enfin, les enquêteurs des co-juges d'instruction. Il a compris la raison pour laquelle il y avait une audition. On l'avait informé de ses droits et il a fait un faux témoignage à ce moment-là. Il a donné un faux témoignage et on le sait car il a été confronté à Deutsch. Il a fait un faux témoignage une fois de plus et c'est lors de la 3e interview qu'il a dit la vérité et a expliqué les raisons pour lesquelles il a donné un faux témoignage. On peut utiliser les descriptions que l'on veut. Quand on pose une question et qu'on donne de réponses fausses sous serment, c'est une forme de mensonge. Donc, il n'y a pas d'accusation. Je ne fais que dire les faits. La personne a reconnu avoir fait un faux témoignage. Et il est un peu difficile à avaler de demander à la personne « Avez-vous dit la vérité aujourd'hui ?» Que va-t-il répondre? « Oui, j'ai menti, sous serment. » Bon, en quoi est-ce utile à la Chambre? C'est à la Chambre de décider après avoir entendu toutes les questions de toutes les parties. Et il est inapproprié de demander au témoin « Vous avez dit la vérité aujourd'hui ?» Évidemment, il va répondre « oui ». En quoi est-ce utile? Merci. Le Président. L'objection de la défense est retenue. Le procureur n'aurait pas dû demander cela au témoin. Si le procureur n'a plus de questions pour le témoin sur les faits en l'espèce, il aurait fallu en informer la Chambre de sorte à ce que la Chambre puisse laisser la parole à d'autres parties. La Chambre a elle aussi besoin de temps pour poser des questions aux témoins. Et après les parties civiles, la Chambre aura des questions à poser aux témoins avant de laisser la parole à la défense. Et donc, l'on pourra bien utiliser le temps qu'il restait
à l'accusation, la parole sera à la partie civile. Thank you, Mr. President. Le procureur. En effet, je n'ai pas d'autres questions et je laisserai à la Chambre le soin de discuter de cette question avec le témoin, si elle le souhaite. Le Président. La Chambre laisse maintenant la parole à la partie civile pour son interrogatoire du témoin. Les avocats des parties civiles disposent jusqu'à la première pause de l'après-midi. Maître Tisrina. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur Southton. Les parties civiles ont des questions à vous poser en complément à celles que vous ont posées les procureurs. Hier, vous avez donné certaines réponses aux questions que vous ont posées les procureurs. J'aimerais aujourd'hui vous demander quelques précisions. Ma première question est la suivante. Vous souvenez-vous qui a pris la décision de vous affecter à être garde du corps de Nguyen Chia? Réponse. C'est Pang qui a pris la décision. Question. Est-il juste de dire que Pang était votre supérieur immédiat? Ou receviez-vous vos ordres d'autres personnes? Réponse. Pang était le seul. Question. En tant que garde du corps de Nguyen Chia, avez-vous reçu une éducation sur les lignes politiques et l'idéologie? Réponse. On nous a appris à protéger les cadres et les hauts dirigeants. Question. Le Président. La parole est à la défense de Khieu Samphan. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs de la Chambre, bonjour à tous. Je suis désolée d'interrompre l'interrogatoire. J'interviens au début d'interrogatoire avec la complainte régulière des francophones. Je veux simplement attirer l'attention sur le fait que nous sommes face à deux personnes qui parlent khmer et que dans la traduction, nous avons besoin d'une pause un peu plus longue entre la réponse et la question, et également dans le débit. Voilà, je préfère le dire au départ. Je sentais que ça commençait à s'emballer au niveau de la vitesse. Je suis désolée d'avoir interrompu, mais je pense que c'est important pour qu'encore une fois, toutes les parties à ce procès puissent avoir les mêmes transcriptions lorsqu'il sera question de faire nos conclusions finales. Le Président. Je vous remercie, Maître. En effet, on a déjà indiqué, donné ces instructions aux partis et cela fait 2 ans que la procédure progresse et l'on s'attendrait à ce que cette pratique soit déjà bien établie. Maître Tisrina, je vous remercie, Monsieur le Président. J'essaierai de ralentir mon débit. Question.
Quand l'on vous a donné, quand vous avez reçu des instructions en matière de sécurité, de quoi s'agissait-il? Réponse, en effet, nous avons été instruits sur la façon de protéger les cadres des attaques des ennemis. Question. Savez-vous qui avait dirigé ces formations? Réponse. C'est Pang qui nous a instruits sur ces questions. Question. Après que Pang vous a expliqué les politiques du parti, avez-vous été immédiatement affecté à la protection de Nuon Chea par Pang ou y a-t-il eu une période de temps entre les deux? Réponse. Je n'ai pas été affecté immédiatement à la sécurité de Nuon Chea. Question. Pourquoi? Réponse. Parce que j'étais une personne très honnête pour ses obligations. Question. Quand avez-vous rencontré Nuon Chea pour la première fois? Réponse. C'était en 1970. Je l'ai rencontré. Mais c'est en 1975 ou 1977 que j'ai travaillé pour lui. Question. Pourriez-vous prendre le temps d'y réfléchir et nous dire exactement quand vous avez commencé à travailler pour Nuon Chea? Réponse. Je ne me souviens pas exactement, c'était en 1975 ou 1977. Il y avait beaucoup d'événements qui se produisaient à l'époque. Question. Donc, est-il juste de dire que vous ne vous souvenez pas bien des dates ou de l'année? Est-ce exact? Réponse. En effet, oui. Question. Quand vous avez rencontré Nuon Chea la première fois, l'avez-vous rencontré seul ou y avait-il d'autres personnes? Réponse. J'ai été envoyé par d'autres personnes pour assurer la protection de l'endroit où se trouvait Nuon Chea. Je le faisais à l'extérieur. Question. Combien de personnes étaient avec vous à ce moment-là? Réponse. Il y en avait deux. Ai et Sin. Il y avait un autre groupe de personnes qui par la suite avaient été affectées à cette même tâche, mais je ne me souviens pas de leur nom. Question. Vous souvenez-vous si Nuon Chea vous a parlé de quoi que ce soit? Réponse. Non, il ne m'a pas parlé de quoi que ce soit, à part m'instruire sur la façon d'être un bon garde du corps. Le président. Maître, veuillez, s'il vous plaît, ralentir votre débit, comme vous l'avez dit, parce que vous avez commencé lentement et ensuite vous accélérez. Après quelques questions seulement. Veuillez faire une pause entre les questions et les réponses pour que votre question et la réponse soient bien interprétées. Vous allez remarquer que le micro s'allume et s'éteint automatiquement. C'était justement pour s'assurer que les interprètes puissent entendre tout ce que vous dites. Ce n'est qu'après que vous avez terminé votre question que l'on allume le micro du témoin. Question. Quand vous l'avez rencontré la première fois, quelle était votre impression? Comment vous sentiez-vous? Réponse. Je n'avais pas d'autres impressions. Il fallait que je fasse mon travail. Question. Quand vous étiez garde du corps de Nuon Chea, saviez-vous plutôt
Quels étaient les rôles de Nguyen Chia? Réponse. Je ne savais rien d'autre qu'il était cadre du régime. Question. Je vais répéter ma question. Plutôt, une autre question. Si Pang vous a affecté à la sécurité de Nguyen Chia, ne vous a-t-il pas donné des informations quant au rôle de Nguyen Chia? Réponse. On m'a dit que Nguyen Chia était un cadre. Question. Hier. Réponse à une question du procureur pour laquelle j'aimerais avoir quelques précisions. Quand vous étiez garde du corps de Nguyen Chia, plutôt, pendant combien de temps avez-vous été garde du corps de Nguyen Chia? Réponse. J'ai travaillé pour lui de 1975 à 1978. Jusqu'à de la de la fin 1975 ou début 1976, je ne me souviens pas exactement quand j'ai commencé. Question. Hier, vous avez dit que vous avez servi d'escorte à Nguyen Chia dans ses déplacements à certains endroits. Pouvez-vous dire au tribunal où vous êtes allé avec Nguyen Chia? Réponse. Je ne peux pas. Je ne me souviens pas des détails de ces endroits. Question. Mais hier, vous avez dit que vous avez accompagné Nguyen Chia à Battambang, à Kampong Chenang, à Kampong Speu et dans la zone Est. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Lorsque vous accompagnez Nguyen Chia à chacun de ces endroits, quelle était votre impression de la situation? Réponse. J'ai vu des gens planter du riz dans des coopératives et c'est tout. Question. Vous avez dit voir les gens qui transplantaient le riz. Vous étiez à quelle distance de ces gens? Réponse. Et alors, ils transplantaient le riz tout près de la route principale. Question. Décrivez la situation de ces personnes. Réponse. Ça avait l'air normal. Question. Leur apparence physique, ils avaient l'air comment? Réponse. Certains étaient maigres, certains plutôt mieux portants, certains semblaient souffrir de malnutrition. Question. Avez-vous constaté autre chose dans ce contexte-là, en dehors de l'observation des personnes? Réponse. Il y avait beaucoup d'excédents de riz à cette époque-là. Tout le monde avait du riz. Question. Mais nous ne savions pas où le riz était parti. Question. Vous avez dit que les gens n'avaient pas assez mangé. Réponse, oui. Ils étaient très maigres parce qu'ils n'avaient pas assez à manger. Question. Vous avez dit
être allé dans la province de Battambang, lorsque vous avez rendu visite aux coopératives là-bas, quelle a été votre impression générale de la situation? Réponse. Je n'étais pas au courant de grand-chose concernant ces coopératives. Je n'en faisais pas partie. Je ne connaissais pas leur situation de l'intérieur. Question. Lorsque vous accompagnez Nunchia dans les régions où il se rendait en visite, quelles étaient ses activités à Nunchia? Réponse. Il inspectait la culture du riz des membres de la coopérative. Question. Pour vous rafraîchir la mémoire, je voudrais vous demander de nous décrire la situation dans laquelle vous accompagnez Nunchia dans la province de Battambang. Lorsqu'il allait en visite dans cette province, qu'est-ce qu'il faisait, Nunchia? Réponse. Alors, normalement, il allait là pour inaugurer les séances de formation et, à la même occasion, il allait aussi visiter les coopératives. Question. À l'époque, est-ce que vous entendiez ce que le Nunchia disait aux gens des coopératives? Réponse non. Question. Quelles étaient les conditions de vie dans l'ensemble à Battambang, dans la province? Réponse. Les gens cultivaient le riz. Certains d'entre eux construisaient des canaux ou des barrages. Question. Avez-vous pu observer l'apparence physique des gens dans cette région de Battambang? Réponse. Je n'ai pas particulièrement fait attention parce que je n'étais pas au courant de la situation. Question. Quand Nunchia était en tournée dans ces régions, qui rencontrait-il, qui voyait-il? Réponse. Parfois, il rencontrait les chefs de coopérative. Question. Est-ce qu'il allait dans une seule coopérative ou bien est-ce qu'il faisait une tournée de plusieurs coopératives? Réponse. Il rencontrait les chefs de coopérative partout où il allait. Donc il en a rencontré plusieurs. Question. Donc lorsque Nunchia allait à Battambang, il allait voir les coopératives. Donc c'est bien correct. Réponse, oui. Dans quelques régions qu'il aille, il se rendait en visite dans les coopératives de cette région. Question. Vous souvenez-vous du moment de cette visite à Battambang? Réponse, en 1977. Question. Quand Nunchia était en visite à Battambang, est-ce qu'il est allé voir ses parents? Réponse, oui, il est allé les voir une fois. Question. Qui est-ce qu'il est allé voir? Vous souvenez-vous? Réponse, des membres de sa famille.
Question. Quand Nunchia était dans la zone Est, vous l'avez accompagné? Réponse oui. Question. Quelles étaient les conditions d'existence en général dans la zone Est? Réponse. La situation était normale. Question. Par deux mots, normal, qu'est-ce que vous voulez dire? Réponse. C'était normal dans le sens que les gens cultivaient le riz et semblaient vivre leur vie de façon normale. Question. Dans la zone Est, souffrait-il de disette ou de malnutrition? Réponse. Leur ration alimentaire était meilleure, semble-t-il. Question. Hier, vous avez dit au procureur que vous avez accompagné Nunchia lors d'une visite sur le barrage du 1er janvier. Vous confirmez? Réponse, je confirme. Question. Lors de votre arrivée au barrage, qu'est-ce que vous avez vu comme condition générale d'existence de la population? Réponse. Les gens travaillaient, la situation était normale. Question. Pouvez-vous décrire le travail d'excavation et de transport de la terre et de la construction? Réponse. Il y avait beaucoup de gens que j'ai vus en train de s'occuper de cette construction, de transporter des quantités de terre. Question. Avez-vous constaté des mauvais traitements infligés aux personnes si, par exemple, elles ne faisaient pas le travail de manière satisfaisante? Réponse. Question. Quand Nunchia est allé au barrage du 1er janvier, est-ce que les gens se sont arrêtés de travailler pour le saluer ou bien est-ce qu'ils ont continué de travailler? Réponse. Ils ont continué de travailler. Question. Si le barrage n'était pas construit selon les instructions, est-ce que vous avez vu qu'il y ait un problème de vice de construction? Réponse oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'interviens à nouveau. Je suis vraiment désolée de devoir à nouveau intervenir, mais au niveau de la traduction, nous perdons énormément de choses en français. Je ne sais pas s'il faut marquer une pause plus longue, encore une fois, sachant qu'il ne s'agit pas simplement de la pause entre la question et la réponse, mais également une pause après la réponse du témoin avant de reposer une nouvelle question. Mais vraiment, nous perdons beaucoup de choses, et je le dis parce que j'alterne entre l'anglais et le français, et ce n'est vraiment pas la même chose. Donc j'insiste à nouveau, je suis désolée de retarder la procédure, mais encore une fois, c'est une question d'intégrité de procédure également. Le président. Allez-y, Conseil de la Défense. Monsieur le Président, je crois que la Chambre pourrait demander aux avocats ainsi qu'à l'avocat qui assiste le témoin. Il pourrait peut-être donner un signal au témoin
que le moment est venu de répondre. Ça pourrait peut-être aider. Deuxièmement, je constate que dans l'auditoire, il y a des moines. Or, la Chambre avait donné l'instruction que les moines bouddhistes n'ont pas à se lever lorsque les juges entrent dans le prétoire. Voilà, je voulais simplement rappeler ceci pour que cette décision soit respectée. Le président, les partis comprennent bien la situation, les partis civils, les autres partis participent à ce procès depuis longtemps déjà. Ce genre de rappel a déjà été évoqué un certain nombre de fois. Le témoin doit répondre aux questions à partir du signal qui lui est donné, à savoir le signal qui est automatique dans son microphone. Dès que son microphone se rallume, il peut parler. Il faut effectivement veiller à ce qu'il y ait une pause entre la question et la réponse. Je rappelle encore une fois aux témoins qu'il faut prendre la parole seulement après que le micro se soit rallumé. Monsieur l'huissier, vous devez veiller à ce que le témoin est positionné de telle manière à ce qu'il puisse voir clairement que son micro s'allume ou ne s'allume pas. Le président. Il faut le mettre un peu vers la droite pour que le témoin puisse voir la petite lumière de manière commode. Question. Lorsque vous avez constaté que le barrage n'était pas très bien construit, Nunchia l'a constaté lui-même, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Lorsqu'il a vu cela, comment a-t-il réagi? Réponse. Il n'a pas réagi de manière très perceptible, il a tout simplement dit aux autres, il a convoqué les autres pour leur parler. Question qui? Réponse ceux qui étaient responsables du projet pour consultation entre eux. Question. Et sur le fond, qu'est-ce qu'il disait à ces responsables du projet? Réponse. Parfois, il leur donnait des conseils immédiatement sur le terrain et parfois, il les invitait à aller dans l'endroit approprié pour leur donner des instructions. Question. Hormis le fait de convoquer ces responsables de projet, est-ce que Nunchia a pris la parole devant les gens qui travaillaient, tous ces gens qui étaient les ouvriers du chantier?
Réponse. Parfois, il invitait les chefs de coopérative, les chefs de projet. Parfois, il s'adressait directement à la masse. Question. Quand Nunchia s'adressait aux masses ou lorsqu'il parlait à ces gens de la situation générale du barrage, quelle était la situation générale de la masse des travailleurs là? Réponse. Je ne savais pas, je ne sais pas comment répondre à cette question. Ces gens travaillaient de manière normale. Je ne savais pas trop comment il aurait fallu analyser la situation à l'époque. Question. Hormis cette visite au barrage du 1er janvier, avez-vous accompagné Nunchia lors de visites à d'autres barrages à travers le pays? Pouvez-vous répondre à cette question de nouveau? Votre microphone n'était pas activé. Le président conseille. Pouvez-vous répéter cette dernière question? Le témoin a parlé hors micro. Question. Hormis cette visite au barrage du 1er janvier, Nunchia avez-vous accompagné Nunchia lors de visites sur d'autres barrages? Réponse. Il est allé voir de nombreux autres sites de construction de barrages à travers le pays, mais je n'étais pas toujours avec lui pendant ces visites. Question. Je voudrais passer maintenant à la visite de Nunchia en Chine. Voici ma question. Lorsque vous l'avez accompagné en Chine, avez-vous observé, avez-vous été témoin d'une signature d'accord quelconque entre Nunchia et les leaders chinois? Et s'il vous plaît, répétez votre réponse. Votre microphone n'était pas branché. Réponse. À l'époque, je ne savais pas grand-chose. Alors, ils se réunissaient entre leaders. Ça ne relevait pas de moi, donc je n'étais au courant de rien de ce qui se passait. Question. Je voudrais maintenant revenir un peu sur ce que vous avez dit hier. Hier, vous avez répondu aux questions du procureur, où vous disiez qu'au début, lors de votre arrivée à Phnom Penh, vous étiez dans l'unité B20. Quel était le rôle de B20? Réponse. B20 servait de
lieu de mobilisation temporaire des forces. C'est là qu'on mettait les nouveaux arrivants avant de les répartir ailleurs. Question. Alors, en dehors de cela, savez-vous si B20 était aussi un camp de formation pour les gens du Kampuchea démocratique avant leur nomination à différentes fonctions dans le régime? Le président, avant de répondre à cette question, allumez votre micro. Ou soyez sûr que votre micro est allumé. Le Conseil des partis civils répète sa question. Hier, vous avez dit au procureur que avant votre arrivée à Phnom Penh, vous étiez à B20. Ma question est la suivante. B20 avait quel rôle ou quelle fonction? Vous venez de nous dire que c'était un lieu qui accueillait les forces de travail nouvelles. Avez-vous jamais entendu dire que c'était aussi un lieu de formation des cadres du Kampuchea démocratique avant leur nomination à divers postes dans le cadre du régime? Avez-vous jamais entendu cela? Réponse. B20 était un bureau où les forces de la campagne étaient en résidence temporaire et parmi elles, on choisissait des gens que l'on envoyait à différents postes. Pang était le responsable. Mais les gens ne restaient pas là. C'était un lieu de mobilisation et de rassemblement temporaire avant de répartir les gens nommés pour travailler à tel ou tel autre endroit. Question. Est-ce que les gens qui arrivaient là recevaient une formation? Réponse. Oui, les gens qui arrivaient dans ce centre ou ce bureau recevaient une formation avant d'être affectés à différents autres lieux de travail, différents autres bureaux. Question. Hier, vous avez répondu à une question du procureur concernant le drapeau révolutionnaire. Vous avez dit hier que vous ne pouviez pas lire et écrire très bien, mais que Camille était celui qui pouvait donner lecture du contenu du magazine Drapeau révolutionnaire. Donc, une fois qu'il avait donné lecture des articles de ce magazine, est-ce que Camille donnait des explications? Est-ce qu'il disait autre chose concernant cet étendard révolutionnaire? Merci. Réponse. Il cherchait à nous instruire, à nous rendre plus patriotes. Question. Savez-vous pourquoi Camille devait donner lecture de ces articles de l'étendard révolutionnaire? Réponse. Eh bien, à l'époque, la majorité d'entre nous ne savait ni lire ni écrire.
Certains d'entre nous ne savaient absolument pas lire le khmer, donc les articles de cette publication, il fallait nous en donner lecture. Question. Alors, ces lectures de ce magazine servaient principalement à quoi? Réponse. Cela servait à approfondir notre compréhension et notre connaissance de l'étendard révolutionnaire. Question. Ce matin, vous avez dit en déposition que votre équipe de garde du corps était affectée à la protection des cadres pour ce qui est de la commémoration de l'anniversaire de la Révolution. Et votre équipe était affectée à la sécurité rapprochée des leaders. À la fin de la cérémonie, avez-vous inspecté l'endroit où se sont rendus les leaders? Réponse oui, ça faisait partie de notre routine habituelle que de faire ce genre d'inspection. Question. Avez-vous découvert quelque chose? Réponse. Non. Question. Ce matin, vous avez également dit concernant les échanges de courrier entre Doik et Nonchea, vous avez donc parlé à ce sujet. Est-ce que vous avez vu le lieu de travail de Doik? Non. Réponse non. Question. Donc, vous n'avez jamais vu Doik visiter le lieu de travail de Nunchea? Est-ce bien ça, si l'interprète comprend bien? Réponse, effectivement. Et je ne sais pas qui d'autre allait là. Le président, le moment est venu de prendre la pause déjeuner. Nous allons donc lever l'audience jusqu'à 13h30 cet après-midi. Nous vous remercions, monsieur le témoin. La déposition se poursuivra cet après-midi et la partie civile aura 1 heure de plus pour son interrogatoire. Huissier d'audience, veuillez vous assurer que le témoin et son avocat soient à l'aise pendant la pause déjeuner, vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire avant 13h30. Je remarque que vous demandez la parole, maître. Allez-y. Maître Yanoutsi. Oui, pour les raisons usuelles, Nunchea aimerait se retirer à la cellule de détention temporaire pour le reste de l'après-midi. Nous avons les papiers, les documents idoines. Le président, oui, vous pouvez vous asseoir, allez-y. La Chambre est saisie de la demande de Nunchea présentée par le truchement de son avocat, par laquelle il demande de pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Il a indiqué qu'il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire.
Et son conseil a indiqué qu'il allait remettre à la Chambre le document idoine signé par l'accusé. La Chambre fait droit à la requête de la défense. Nguyen Chia peut donc suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire pour toute la séance de l'après-midi. La Chambre demande à la défense de remettre immédiatement le document de renonciation signé par l'accusé ou présentant son empreinte digitale. La Chambre enjoint maintenant l'unité de l'audiovisuel d'assurer le lien entre le prétoire et la cellule de détention temporaire, de sorte à ce que les accusés puissent suivre l'audience depuis la cellule. Garde de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan et Nguyen Chia aux cellules de détention et ne ramener que Khieu Samphan au prétoire avant 13h30. Suspension d'audience. សូមអញ្ជើញក្រោយឈរ